16h09, réglementation donc pas mal plus sévère pour les utilisateurs de drones. Parmi les nouvelles règles, cette formation obligatoire et bien sûr se tenir loin des espaces aériens avec ce qu'on a vu récemment à Gatwick en Angleterre et cette semaine à Heathrow. Je pense que ça va de soi qu'il faut éloigner les drones des espaces aériens. On en parle d'abord avec Benoît Germain qui est propriétaire d'Exodrone. Benoît Germain, bonjour. Bonjour. Alors, Exodrone, c'est important de le préciser. Votre compagnie, en fait, donne justement des formations pour ceux qui veulent apprendre à manipuler un drone et vous en offrez aussi avec des spécialistes qui viendraient gérer le drone pour le service que vous offrez. Effectivement, Exodrone, on fabrique des drones, on fait de la formation pour les gens de loisirs, pour les gens qui en font un métier, donc qui font ça pour des choses professionnelles, et on fait aussi de la rédaction de manuels d'exploitation aussi. Et vous les fabriquez? Ouais. Wow. Ouais, OK. ouais, OK. ouais. Ben, c'est vraiment pour des applications particulières, souvent des applications industrielles où est-ce que on va faire de l'épandage de granules ou des scans pour des scans magnétométriques pour le monde minier ou des choses comme ça. Oui, parce que c'est drôle, vous abordez cet aspect des choses. Je voulais justement avec vous regarder un petit peu les utilisations positives des drones, parce que là de ce temps-là, on n'entend parler que des choses négatives, mais ça peut rendre de grands services le drone. Ben oui, en fait, je pense que le mouvement du drone ne sera pas arrêtable comme tel parce que, bon, ça vient du monde du loisir, mais depuis quelque temps, faut voir, en fait, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est que on regarde ce qui se fait, exemple, en France. En France, le cadre réglementaire qu'on a eu aujourd'hui, en France, ils l'ont eu depuis avril 2012. Donc, le métier est beaucoup plus évolué. On voit des applications qui sortent à chaque semaine dans différents milieux, que ce soit pour des scans thermiques pour les maisons. En fait, il y a des compagnies d'assurance qui commencent à exiger des scans thermiques pour les toitures avant d'être assurables. Il y en a qui vont le faire pour le domaine minier, de l'épandage. Il y en a beaucoup qui le font aussi pour des choses en agriculture, en fait, la télédétection. Et donc, il y a une multitude d'applications commerciales là, qui existent maintenant. J'entendais même parler de livraison de médicaments dans des zones très éloignées. Oui, oui, effectivement. Donc, ça peut vraiment, vraiment rendre service. Vous dites 2012 en France, il était vraiment temps que le Canada fasse quelque chose. Oui, en fait, une des raisons pour laquelle Transport Canada ont tardé, si je peux exprimer cette expression-là, c'est que il y a une volonté internationale des pays pour faire en sorte qu'il y ait une uniformisation des lois à travers le monde. Contrairement à ce qui existe présentement dans l'aviation civile, il y a vraiment deux familles complètement séparées, Europe et Amérique. Donc là, il y a un souhait international de ne pas faire cette erreur-là encore. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle JARUS, qui sont basés à Lausanne, auquel Transport Canada est membre aussi, la FAA américaine est membre aussi, il y a plusieurs pays qui sont membres, et là, Transport Canada attendait de voir les dernières recommandations du groupe JARUS, voir si leur cadre réglementaire allait en lien avec les recommandations qui seraient mondiales éventuellement. Bon, et est-ce que le ministre a annoncé aujourd'hui, M. Marc Garneau, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous satisfait? Trouvez-vous que c'est assez, que ça aurait pu être plus sévère? Est-ce que vous trouvez que vous êtes satisfait de cette nouvelle réglementation? Ben en fait, le cadre réglementaire est attendu depuis longtemps par le monde, le monde professionnel. Oui. Peut-être un peu moins par le monde du loisir, parce que les gens pour lesquels les gens qui en font un loisir, ça va être un petit peu plus complexe pour eux. Mais du côté du monde professionnel, oui, on l'attendait depuis longtemps parce que le fait qu'on soit dans un cadre réglementaire qui était temporaire, ça ralentit les investissements et tout ça. Donc là, ça va être au moins tout le monde va savoir sur quel pied danser. Et donc oui, c'est un cadre réglementaire qui était très attendu. Bon, vous donnez des cours, donc vous enseignez parce qu'il y a des gens qui vont devoir apprendre à faire fonctionner ces appareils pour leur loisir. Est-ce que c'est compliqué à faire fonctionner? En fait, je dirais que c'est plus compliqué de voler un drone qu'un appareil standard, un avion standard. Ben voyons donc. Parce que vous êtes pas à l'intérieur, donc vos sensations ne sont pas les mêmes. Donc un avion, vous pouvez le sentir. Oui. Et là, donc dans un drone, vous n'êtes pas à l'intérieur. Donc si on tourne un drone de 180 degrés, les commandes sont inversées aussi. Donc c'est en fait plus demandant mentalement de piloter un drone que de piloter un avion civil. C'est sûr que du côté d'un avion civil, c'est sûr qu'on a notre vie en jeu, ce qui n'est pas le cas dans le monde du drone, mais quand même en termes de capacité, il existe en fait deux mentalités dans le monde du drone. C'est qu'il y a des gens qui trouvent qu'un drone, ça se pilote tout seul, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de formation. Et c'est vrai en partie parce que maintenant, ce que vous voyez, c'est un ordinateur volant. Donc, l'ordinateur, il va prendre la place de vous. En fait, il va prendre la place du pilote. Et si un pilote qui panique, par exemple,
peut lâcher les commandes et le drone va se piloter toute seule. Et par opposition, il y a d'autres personnes comme vous qui disaient depuis longtemps, on devrait être capable de savoir voler en mode manuel et ne pas se fier sur l'aide électronique. Et donc là, maintenant, il va y avoir beaucoup plus de formation en pilotage aussi. Et pour les zones qui sont considérées à risque, parce que Transport Canada ont déterminé qu'il y avait des zones maintenant qui étaient considérées à risque, qui étaient ce qu'on appelle les villes, les villages, tout ce qui est rassemblement de personnes, les zones aéroportuaires et les rassemblements de personnes et des foules. Donc, c'est dans ces zones-là, Transport Canada a vraiment resserré le niveau de professionnalisme. On est en train de vous perdre, Benoît Germain. Je ne sais pas si vous êtes avec votre cellulaire et que vous êtes en train de vous promener. Non, je suis avec un main libre. Ah, OK. Oui, non, je suis avec mon téléphone fixe. Une ligne terrestre. Bon. Ouais. Écoutez, on va se laisser là-dessus, mais donc, j'ai l'impression que des compagnies comme vous allez être très, très, très occupés là, avec les gens qui vont vouloir apprendre. Parce que les gens n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir leur fameux certificat, il y a des choses qu'il va falloir, passer du temps à apprendre. Oui, pour l'instant, en fait, on fait la différence entre les gens qui en font un loisir et les gens qui en font du commerce. Mm-hmm. Après le nouveau cadre réglementaire, donc après le 1er juin 2018, tout le monde va 2019. 2019, pardon. Oui. Ouais, désolé. Tout le monde va être traité du même pied, en fait. Donc, ça veut dire que les gens qui volent un drone de plus de 250 grammes, qui vont le faire pour des fins commerciales ou ils vont le faire pour des fins récréatives, vont être traités pareil. Donc, il va y avoir une formation qui va être obligatoire dans les deux cas. Et il va être plus poussé si jamais vous demandez une annotation pour aller voler au-dessus des zones à risque. Mais quand même, il y a une formation qui est obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Benoît Germain, propriétaire d'Exodrone.